Des milliers de Syriens se sont donc rassemblés aujourd'hui à Damas, sur la place des Omeyyades. Rassemblement, je vous le disais, pour célébrer la victoire de la révolution, moins d'une semaine après la chute du régime de Bachar al-Assad. Rassemblement organisé à l'appel du chef du groupe HTC, également appelé HTS, la coalition rebelle désormais au pouvoir. On l'écoute. Je veux féliciter le peuple syrien pour la victoire de la révolution. Et je les appelle à descendre dans les rues pour exprimer leur joie, sans tirer de balles ni effrayer les gens. Après cela, allons de l'avant pour construire ce pays et comme nous l'avons dit depuis le début, nous vaincrons si Dieu le veut. Voilà, construire la Syrie, ce sont les mots d'Abou Mohamed al-Jolani. Alors quelles sont ses intentions? Comment voit-il l'avenir du pays? Quelle gouvernance sera mise en place par cette coalition dominée par les islamistes? On en parle ce soir avec nos deux invités en plateau au Qatar. Abou Diab, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue spécialiste du Moyen-Orient et nous sommes également en direct avec Myriam Benrad. Bonsoir et bienvenue à vous. Vous êtes politologue spécialiste du Moyen-Orient, responsable du département diplomatie et relations internationales à l'Université internationale Schiller à Paris. Et votre dernier ouvrage paru en août s'intitule Mécanique des conflits, cycle de violence et résolution, ouvrage à retrouver aux éditions du Cavalier Bleu. On va donc essayer de comprendre ensemble à quoi pourrait ressembler l'après Bachar al-Assad en Syrie. D'abord, Qatar Abou Diab, une première question. Les rebelles du HTC ont-ils une idéologie? En quoi croient-ils finalement? Oui, ils ont une idéologie, on peut parler d'une idéologie djihadiste, islamiste, mais locale. C'est une émanation d'un autre groupe syrien qui s'appelait Ahrar al-Sham, les libres de Sham, et se sont séparés successivement avec Al-Qaïda, puis avec l'État islamique. Ils ont eu avant la nomination à Nusra, c'est-à-dire le soutien. Mais là, ils tentaient de se débarrasser de tout ça, de donner une autre image, une image islamiste locale, une tentative aussi Quand vous de dites parler local, avec ça les veut autres. dire qu'ils ne souhaitent pas faire de djihad global, transnational, Oui, comme c'est on a ça pu le qu'ils voir ont avec promis. Al-Qaïda. Pour et le l'État moment, islamique. c'est ça qu'ils ont promis, ils l'ont déclaré publiquement. On verra, c'est-à-dire, comme il disait Blinken, le ministre américain des Affaires étrangères, les déclarations sont beaux, mais il faut les actes. Donc tout le monde les attend aux actes. Et je pense quand même, c'est plus ou moins après 54 ans d'un régime dictatorial barbare, je pense c'est comme un passage difficile mais obligatoire pour le peuple syrien. Myriam Benrad, je me tourne vers vous. En écoutant monsieur, on a le sentiment finalement que les rebelles du HTC constituent une forme de troisième voie djihadiste. Est-ce qu'ils cherchent à transformer concrètement la Syrie en un État islamique sunnite? Est-ce que c'est leur projet? Je dirais que le problème en l'état, c'est qu'on n'a pas du tout de clarté par rapport à ce projet. D'ailleurs, pour rebondir sur cet appel qui a été donc adressé au peuple syrien pour aller manifester dans les rues sa joie pour la victoire de cette fameuse révolution qui avait débuté en 2011, on entretient finalement l'euphorie populaire, mais ça ne fait que mieux repousser les vraies questions. Les vraies questions sont en effet quel programme politique, sur quels fondements idéologiques. Là, on a une grande inconnue parce que j'ai bien écouté ce qui a été dit. Il est vrai que Al-Jolani a syrianisé le combat armé en essayant de se dissocier d'Al-Qaïda. Cela étant peut-être une petite nuance, il n'a jamais vraiment totalement non plus rompu idéologiquement avec Al-Qaïda, enfin en tout cas ça reste ambivalent. Et puis surtout ce qu'on a observé dans la foulée de la chute de Damas, ce sont des réactions de joie, de reviviscence des mouvances djihadistes à l'extérieur de la Syrie. Donc quand bien même il ne s'inscrit plus dans cette perspective globale, en tout cas c'est ce qu'il prétend aujourd'hui, on a tout de même un djihad global qui se voit de facto revigoré par cette victoire contre Assad. Alors maintenant, au niveau du programme, il y a aussi la question des réformes sociales, il y a la question économique. Il y a la Syrie est dévastée, rappelons-le quand même. Alors comment reconstruire aujourd'hui? Comment va-t-il faire pour établir des passerelles avec les principaux bailleurs de fonds? Parce que cette reconstruction s'élève à plusieurs milliards de dollars. Là aussi, beaucoup de déclarations, mais il va falloir de vrais engagements. Par exemple, l'Union européenne a quand même d'ores et déjà dit
que son aide financière dépendrait du respect d'un certain nombre de libertés, de droits humains. Et là, je fais référence notamment à la situation des femmes, autour de laquelle il y a vraiment une très grande inconnue aujourd'hui. On va en parler, Myriam Benrad, de la situation des femmes. Je voudrais juste quand même vous questionner sur ce qui pourrait constituer peut-être un premier indice dans le choix du Premier ministre de transition nommé par ces rebelles. C'est Mohamed El-Bachir qui a été choisi, donc qui occupe ce poste de Premier ministre de la transition jusqu'en mars. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Qui est-il finalement? Il faut dire une chose importante, qu'on n'imaginait pas une transition simple en Syrie. C'est un pays compliqué, une mosaïque, et en plus, ça a été un conflit très dur. Donc Al-Golani ou Ahmad al-Shara, qu'il voulait s'appeler maintenant, voulait transposer son expérience de ces réduits d'Idlib au nord de la Syrie, où il était régnant pendant une certaine période, surtout à partir de 2020. Donc, il voulait transmettre cette expérience à Damas. Et pour cela, il voulait être entouré de fidèles, au moins dans cette période transitoire. Mais ça, c'est l'écran examen, l'écran test pour lui. Ce serait après. Est-ce qu'il va accepter les résolutions internationales? Est-ce qu'il va accepter une nouvelle constitution en Syrie? Est-ce qu'il va accepter... En tout cas, pour l'instant, on a le sentiment que ces rebelles essayent d'asseoir une forme de légitimité sur la scène internationale. Il essaye de se montrer habile, de se montrer interlocuteur valable, de se montrer ouvert aux autres communautés. Pour le moment, il n'y a pas d'écran de violation. Il y a des violations individuelles, mais il y a quand même un certain contrôle. Donc, comme je disais, c'est un passage obligatoire. Maintenant, c'est aux élites syriennes, aux forces syriennes, aux composantes syriennes de jouer. On ne peut pas jouer à la place du peuple syrien. Et je pense quand même, compte tenu de réactions de l'Occident et aussi du monde arabe, tout serait donc, c'est pas définitif. Je pense que c'est un passage provisoire, le passage de la HTS à la tête du pouvoir transitoire. Voilà, ces pouvoirs transitoires devraient être élargis. Myriam Benrad, Qatar Abu Diab le rappelait à l'instant, le groupe HTC ou HTS a effectivement eu déjà une expérience en matière de gouvernance à Idlib, dans le nord-est de la Syrie. À quoi ressemblait concrètement cette gouvernance à Idlib, par exemple sur les questions des droits des femmes, des libertés des femmes dans l'espace public? Eh bien, le groupe HTS, donc de son acronyme, avait tout simplement établi un émirat islamiste dans le nord de la Syrie. Et aujourd'hui, le plus probable est qu'il va essayer d'étendre ce projet à tout le pays, parce que je ne vois pas finalement, à moins de transmettre le pouvoir à un gouvernement civil, de technocrates, d'administrateurs, parce qu'il y a aussi la question de la gestion courante de ce pays. Ces hommes sont des combattants, ce ne sont pas des administrateurs. Par ailleurs, je rappelle quand même que concernant la situation d'Idlib, il y avait une grande opacité. Ils se sont bien gardés de montrer finalement comment était géré ce territoire. Ils ont certes reçu des journalistes, des observateurs occidentaux, mais tout a été, chacun des mouvements de ces personnes a été contrôlé. Ils étaient guidés, donc c'était quand même très largement un effort de propagande et en effet un effort de légitimation. J'ai un problème avec la notion de passage obligatoire. Ça a surtout été un passage obligé puisqu'ils ont pris les territoires par la force, par les armes. Donc cette transition, elle commence quand même sous cette bannière, sous la bannière d'hommes qui prennent des territoires sans nécessairement consulter la population. Donc la seule manière de sortir de cette logique aujourd'hui, c'est en effet, s'ils sont vraiment sincères quant à leurs intentions, ils doivent organiser une élection. Alors l'élection, elle sera ce qu'elle sera, parce qu'on a des millions de Syriens qui sont à l'extérieur, on a des milliers de réfugiés, des centaines de milliers de déplacés à l'intérieur des frontières. Donc de toute façon, c'est vrai que cette transition, elle va être complexe, mais pour le leur, j'en reviens à mon point de départ, on a de belles paroles,
de grands discours qu'ils scandent à longueur de journée, mais aucun contenu véritable. Et puis la question se pose quand même de ce qu'il reste d'État syrien, parce qu'il y a le régime, il y a eu la fuite d'Assad, mais il y a encore quelque part une administration qui a tenté de survivre. Là, ils ont déjà établi quand même des listes qui consistent à purger à peu près, ils parlent de purification selon leur vocabulaire, leur grammaire salafiste. Qu'est-ce que ça donne? Parce qu'entre les déclarations qui consistent à dire qu'on ne se venge pas et les actes de représailles qui se multiplient, il y a quand même un fossé que j'observe pour ma part. Alors justement, en parlant de belles paroles, le HTC se dit aujourd'hui en faveur de la diversité en Syrie, de la protection des minorités. Selon vous, cette protection des minorités, il faut y croire? Là, c'est dans le réduit d'Idlib, il a soumis plus ou moins les minorités à un statut de dhimmi, ce qu'on appelle en islam des citoyens de seconde zone. Il faut aussi rappeler que Al-Nosra, l'ancêtre du HTC, a été accusé de graves violations des droits humains. Étaient autorisés à faire leurs prières, mais est-ce qu'ils étaient autorisés toujours à claironner leurs cloches? Ça, c'est notre histoire. Il y avait de Druzes un petit groupe qui vient du monde de l'islam. Il a été soumis aux règles de l'islam. Donc l'expérience n'est pas très encourageante. Pour un petit endroit comme Idlib, ça reste inaperçu. Pour un grand pays comme la Syrie, une mosaïque, un pays de civilisation, c'est impossible. Je pense on ne peut pas faire de la Syrie l'Afghanistan du Moyen-Orient. Impossible. Et pour cela, si le HTS ne transforme pas les belles paroles en bons actes, il n'aura pas de grand temps à rester au pouvoir. Je pense que ce serait provisoire. Myriam Benrad, vous doutez, vous aussi, de la capacité des nouvelles autorités à unifier la Syrie? Et surtout, question importante, mais quel sort est-ce qu'on peut attendre vis-à-vis justement des Alaouites, la communauté dont est issu Bachar el-Assad? Est-ce qu'ils doivent s'attendre à des représailles? Oui, parce que, encore une fois, il y a un décalage très frappant entre ces appels à respecter l'ensemble du peuple syrien et des actes de représailles, certes interindividuels. Pour le moment, il n'y a pas de politique de purge, de débassification, comme par exemple ce fut le cas en 2003 en Irak, mais enfin il a quand même appelé à une purification, la référence aux anciens partisans du régime, mais plus largement en fait à tous ceux qui sont associés à ce régime est très clair. Donc ça peut donner lieu à des actes de violence contre des gens qui par ailleurs n'auraient pas fait le jeu du régime, mais qui seraient associés pour X ou Y raison à ce même régime. Donc je ne suis pas très convaincue, encore une fois, des engagements à la pacification parce que je ne la vois pas, sans compter les actes de pillage, de vandalisme, qui ne concernent pas seulement les symboles du régime, mais qui se sont multipliés partout dans d'autres territoires que Damas, parce qu'on est très centré sur Damas, mais il y a des violences qui sont quotidiennes à Alep, à Hama et dans d'autres territoires. Bon, dans tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que la Syrie sort de 11 ans de guerre civile, est un pays hyper fragmenté, donc d'une manière ou d'une autre, n'importe quel gouvernement de transition aurait eu, je dirais, une tâche immense à réunifier la Syrie. Est-ce que celle-ci, d'ailleurs, peut être réunifiée? C'est une vraie question. Le problème étant qu'aujourd'hui, on est ça sera Myriam Benrad, je vous remercie. Ça sera le mot de la fin, malheureusement. Le temps nous manque. On aura évidemment d'autres occasions de parler de la situation en Syrie sur TV5 Monde. Merci infiniment à tous les deux, Myriam Benrad et Qatar Abou Diab, spécialiste du Moyen-Orient et politologue. Merci d'être passé sur le plateau du 64.